Après l'adaptation vidéoludique du film Iron Man, le mois prochain, Sega sortira celle de l'incroyable Hulk en juin. Et à part les possesseurs de PSP, tous les joueurs pourront incarner ce géant vert. Le jeu reprendra les moments clés du film et en ajoutera de nouveaux pour plus de variété. L'action, quant à elle, se déroulera en partie dans une ville de New York, partiellement destructible. Ubisoft commence à abuser avec le nom de Tom Clancy puisque deux nouveaux titres arborant cette licence devraient débarquer d'ici la fin de l'année. En plus d'Enoir, un jeu de stratégie spécialement conçu pour console, l'éditeur français prépare Hawks, un soft qui vous placera aux commandes d'avions de chasse ultra sophistiqués. Tally, target 12 o'clock. Rifle 1, rifle 1. You nailed it! Nice work! À l'heure où les softs de guerre sont de plus en plus nombreux sur console et PC, qui aurait pu penser que jeux vidéo et Love Generation pourraient faire bon ménage? C'est pourtant à San Francisco, ville symbole de cette génération hippie, que THQ a organisé son Gamers Day annuel. C'est dans une salle bruyante et surchauffée par des dizaines de consoles que nous avons pu découvrir une partie du line-up de fin d'année de l'éditeur américain. Forcément, il n'y avait pas que du bon, mais quelques titres ont retenu notre attention, à commencer par Red Faction Guerrilla, un jeu d'action basé sur la destruction. La destruction se retrouve dans tous les modes de Red Faction Guerrilla. Cela change vraiment la façon d'appréhender le jeu, car maintenant vous ne pouvez plus mémoriser votre environnement. En fait, il change à chaque partie que vous jouez, car cela dépend de ce que vous faites exploser durant les combats. Les catcheurs de la WWE ont également fait une apparition dans la version 2009 de SmackDown vs Raw. Cette année, nous avons concentré nos efforts sur le jeu à deux pour le rendre plus amusant. On a donc des matchs par équipe et des mouvements spécifiques pour le jeu en équipe. Et puis, lors des phases où vous n'êtes pas sur le ring, vous pouvez haranguer la foule, taper dans vos mains pour chauffer le public, distraire l'arbitre, ou encore baisser la troisième corde pour que votre coéquipier balance l'adversaire en dehors du ring. Il y a toujours quelque chose à faire. Dévoilé il y a quelques semaines, Baja, un jeu de course off-road, était également de la partie. Baja est un jeu de course qui se déroule dans un environnement ouvert. Chacun de nos 9 mondes fait plus de 40 km². Ça nous donne la possibilité d'organiser beaucoup de courses différentes dans chaque monde. Nous avons un mode avec une centaine d'épreuves durant lequel vous pouvez modifier votre véhicule comme bon vous semble, selon votre façon de piloter. Et nous avons aussi un mode 4 joueurs via écran splitté, car on voulait que les joueurs puissent s'amuser simplement 20 minutes sur leur canapé. On peut donc jouer une partie sans se prendre la tête, ou si on est un hardcore gamer, apprendre à maîtriser le jeu pendant des heures. Mais le titre qui nous a fait le plus d'effet, c'est un jeu d'action que l'on peut situer entre God of War et Devil May Cry. Intitulé Darksiders, il sort tout droit de l'imagination de Joe Madureira, un dessinateur de comics ayant notamment travaillé sur Battle Chase et les X-Men. On voulait de grosses séquences d'action dans le jeu, des boss de fin de niveau énormes et un scénario avec plein de moments clés. Vous savez, la plupart du temps, les joueurs ne se rappellent pas de l'histoire complète, mais se souviennent de certains événements. C'est plus « Hey, tu te souviens de ce passage où le démon fracasse une église ?» Depuis le début du développement, on s'est dit qu'il fallait des scènes mémorables dont les joueurs se souviendront. Mario Kart vient de sortir sur Wii. Le jeu culte de Nintendo est donc passé sur le grill de nos testeurs. Le verdict tout de suite dans Next Gen. Dans ce nouveau volet de Mario Kart, les motos font leur apparition pour la première fois, changeant un peu la donne au niveau du gameplay, sans pour autant bouleverser une maniabilité et un concept qui a fait ses preuves. Ainsi, malgré l'arrivée de 3 nouveaux items, de l'augmentation du nombre de personnages jouables et de concurrents sur la piste, ce Mario Kart reste on ne peut plus classique. Les 16 circuits inédits sentent bon le déjà vu et les 16 autres, issus d'anciennes versions du jeu, ne sont pas forcément les plus intéressants. Pour ce qui est de la conduite, le volant se prend très bien en main et l'on retrouve rapidement les sensations qui ont fait le succès de ses prédécesseurs.
Les modes multijoueurs en écran splitté et sur le net s'en sortent avec les honneurs, avec tout de même une petite préférence au mode online qui est beaucoup plus fluide. Nonobstant un manque flagrant d'innovation, que ce soit au niveau graphique qu'au niveau du contenu, ce nouveau Mario Kart tient bien la route et le fun est encore une fois au rendez-vous. Si vous avez apprécié à sa juste valeur l'excellent Persona 3 récemment sorti en France, alors réjouissez-vous car un 4e volet est en cours de finalisation dans les studios d'Atlus. Ce RPG de la série Megami Tensei arrivera dans les boutiques Nippon le 10 juillet prochain. Espérons maintenant que la version française mette moins de 2 ans pour passer les frontières. Wall-E, c'est le nom du prochain long métrage des studios Pixar. Il mettra en scène un petit robot laissé sur une terre abandonnée par ses habitants. Sa fonction, nettoyer le bordel laissé par les humains sur la planète bleue. Un jeu vidéo est bien sûr en préparation, il devrait sortir cet été sur toutes les consoles du marché. Bouquin devenu film, La mémoire dans la peau sera bientôt un jeu vidéo. Il devrait nous offrir beaucoup d'action et de moments de bravoure dont seul Jason Bourne en a le secret. Le jeu n'est pas une simple adaptation. Nous avons repris les scènes et les éléments clés du tout premier film, La mémoire dans la peau, pour recréer une histoire originale sur le passé de Jason Bourne quand il était encore un assassin d'élite. L'essence et le style de combat de Jason Bourne se traduit par sa technique rapprochée, sa capacité à analyser et à utiliser son environnement comme les murs, les tables, les chaises qui l'entourent. L'une de ses autres signatures est de transformer les objets ordinaires, comme un magazine ou un simple stylo, pour en faire des armes mortelles. Les affrontements au corps à corps sont véritablement mémorables dans les films. On voulait absolument les retrouver dans le jeu. On a donc fait appel à Jeff Imada, le chorégraphe des combats sur la trilogie Jason Bourne. Mon rôle a été de vérifier la qualité des combats et de m'assurer que les réactions du personnage collent exactement à celles de Jason Bourne. Je voulais être sûr que ses moindres gestes et ses réactions dans certaines situations seraient parfaitement reproduits. Mon but était de retrouver les sensations du film pour que le joueur ait le sentiment d'être dans sa peau. La conduite a aussi une grande place dans le jeu. Il y a beaucoup de courses-poursuites. Et ce qu'il y a de génial avec Jason Bourne, c'est qu'il n'a pas besoin d'une voiture ultra rapide ou de sport. Il peut prendre une moto ou une voiture classique. C'est un vrai pilote qui se lance dans des courses incroyables. Et on voulait être sûr de retrouver aussi ces sensations dans La mémoire dans la peau. Destiné à un large public, La mémoire dans la peau est un jeu très prometteur. Il débarquera mais sans Matt Damon le 27 juin sur PS3 et Xbox 360. Une nouvelle série de RPG appelée Summon Night a fait son apparition au Japon il y a plus de 7 ans. Malheureusement, comme très souvent, aucun opus de cette saga très plébiscitée là-bas n'a eu l'occasion de sortir ici.
Dispo au Japon depuis août 2007, Twin Age, le dernier volet de cette saga, débarquera à la fin du mois de mai aux États-Unis. Une bonne nouvelle pour ceux qui ne déchiffrent pas les kanji, car dans ce jeu, ça blablate, ça papote et ça cause énormément. En gros, deux jeunes héros, Aldo et Lia, vont partir à l'aventure histoire de devenir de gros bourrins et à l'occasion sauver le monde, rien de très original donc. Par contre, ce qui change un peu, ce sont les possibilités de la DS qui ont permis à cet épisode de se diriger vers un action RPG où tout se contrôle au stylet. Une bonne initiative, mais lorsqu'on voit ce que l'on peut faire dans Phantom Hourglass, Twin Age paraît un peu léger. Bien que ce jeu n'ait pas de gros défauts dans sa réalisation, il ne brille pas non plus par ses idées révolutionnaires. De Zelda Secret of Mana, les influences abondent et ne se cachent pas. Heureusement, tout ça vient de soft de grande qualité et Twin Age s'en sort plutôt bien. C'est joli, mignon tout plein et vraiment plaisant à jouer. Au final, on finit par se prendre au jeu, mais on ne parvient jamais à se débarrasser de ce méchant goût de déjà-vu. Avec les récents Ghost Squad et Umbrella Chronicles, on dirait que la Wii devient de plus en plus la console des nostalgiques en mal de jeux de tir sur rail. Et avec la compilation House of the Dead 2 et 3, Sega nous ressort du lourd. Si vous n'avez pas le plaisir de connaître la saga des House of the Dead, le principe est ultra simple. Des centaines de zombies hideux infestent la ville, le labo ou l'usine abandonnée du coin, et il faut les buter en évitant un maximum de se faire toucher. Ça paraît simple comme ça, mais cela nécessite tout de même beaucoup de concentration et de doigté, en particulier dans le deuxième opus très difficile et pas franchement ouvert aux novices. House of the Dead 3 par contre introduit un fusil à pompe qui rend le massacre beaucoup plus aisé. Malheureusement, chaque épisode se termine en moins d'une demi-heure et malgré la présence de plusieurs chemins à explorer, en particulier dans le numéro 3, la totalité de cette compilation peut se boucler en moins de 120 minutes. Le reste sera réservé aux plus hardcore d'entre vous qui chercheront le high score ultime. Au final, il est toujours plaisant de buter du zombie à la chaîne, même avec des graphismes complètement dépassés et un concept ultra simpliste. Mais à 40 € sans ajout par rapport aux versions arcade et avec une durée de vie ridicule, on se demande quand même si ça en vaut la peine. Plus d'un an après la sortie de la Wii, Nintendo sort enfin la nouvelle mouture de son Mario Kart. Après le succès phénoménal rencontré par la dernière édition du soft sur DS, le géant nippon se devait de rendre une copie presque parfaite pour satisfaire l'attente des joueurs. Première constatation, après quelques tours de piste, les sensations de jeu sont bel et bien au rendez-vous et les habitués de la série ne seront pas perdus. On sent tout de même que pour ce nouvel opus, les développeurs ont cherché à attirer une clientèle encore plus large. Le snaking de la version DS par exemple est ici tout simplement passé à la trappe. Et pour la première fois, il est possible de mettre votre bolide en mode dérapage automatique. De nouveaux personnages sont au rendez-vous dont Bébé Peach, Princesse Harmony et Funky Kong. Il est aussi possible de jouer avec vos propres Mii. Côté circuit, rien de bien folichon, les 16 nouveaux sentent le déjà-vu et le choix des anciens est discutable. Quelques inédits sont au rendez-vous avec l'apparition de 3 nouveaux items et l'arrivée des motos. Si celles-ci ne vous donnent pas la possibilité de réaliser des doubles dash comme les cartes, elles permettent de faire des roues arrière ainsi que des tricks en l'air qui vous donnent des mini-boosts. Dans cet épisode, vous vous disputez la victoire avec 11 adversaires au lieu de 7 habituellement. Il ne va pas sans dire que cela implique la multiplication des items sur le parcours, rendant certaines courses complètement bordéliques. Le mode multijoueur en écran splitté est quant à lui toujours aussi fun, même si on regrette l'apparition de ralentissements ponctuels qui rendent par moments le gameplay hasardeux. Le mode en ligne est quant à lui bien mieux foutu et il vous est même possible de jouer à 2 sur le net avec la même console. Au final, Nintendo rend une copie assez bonne sans pour autant satisfaire les amateurs de la série qui regretteront le manque de nouveautés et la disparition d'anciens éléments. De la BD au ciné en passant par la télé et le jeu vidéo, Batman est sur tous les fronts. Alors que le prochain film débarque cet été, le héros masqué revient sur console et PC dans une brillante relecture de son mythe aussi prometteuse qu'inattendue.
L'histoire est originale. On l'a écrit conjointement avec DC Comics pour s'assurer qu'elle soit conforme à l'esprit de la saga. On peut faire la campagne en incarnant les héros qui combattent le crime ou revivre l'aventure dans l'autre sens. Vous pouvez donc incarner l'énigme, le Joker ou le pingouin. On a travaillé dur pour que le système de combat soit réussi, fun et simple à utiliser. On a aussi veillé à le rendre gratifiant pour tout le monde et on peut jouer avec un seul bouton. On peut traverser le jeu sans en découvrir ne serait-ce que la moitié. On est vraiment content de la liberté offerte au final. Le fait de pouvoir revenir en arrière et explorer les niveaux sans se soucier du temps. Il y a tellement de choses à trouver, de personnages à débloquer, d'objets à collectionner, de mini-quêtes à remplir. La durée de jeu dépend de vous. Depuis Lego Star Wars, la technologie a beaucoup évolué. On a des textures plus travaillées, des effets de lumière, de la fumée ou du brouillard. Toutes ces choses qu'on peut attendre d'un jeu nouvelle génération. Bien entendu, les développeurs ont exploité chaque support selon ses spécificités, notamment la Wii et la DS. La version DS est vraiment à part. C'est le même scénario, mais avec des possibilités différentes, des contrôles tactiles. Pour ce qui est de la version Wii, on a utilisé la reconnaissance de mouvements partout où on pouvait. Par exemple, pour le Batarang, on vise les ennemis en utilisant le stick analogique du Nunchuk et on bouge la manette Wii pour le lancer. On n'a donc pas fini d'entendre parler de Batman. Le rendez-vous est pris pour la rentrée 2008. D'ici là, soyez sages, le Chevalier Noir vous surveille. Riviera, 1000 years ago. Il y a 1000 ans, les démons d'Utgard défièrent les dieux d'Asgard qui invoquèrent les anges de la mort pour survivre. 1000 ans après, les démons se réveillent. Les anges de la mort reviennent, dont Hein, le héros que vous incarnez dans Riviera, un jeu de rôle une nouvelle fois inspiré de la mythologie nordique. The retribution lies there. The Retribution? Riviera la Terre Promise est le remake luxueux sur PSP d'un titre Game Boy Advance. Les cinématiques ont été redessinées et gagnent en résolution graphique. Les décors sont plus colorés, plus brillants. De son côté, la musique est de la qualité d'un enregistrement CD. Enfin, tous les dialogues ont été doublés. Du coup, l'histoire de Hein et de ses compagnes prend une autre dimension. On suit avec plus d'émotion le parcours de cet ange de la mort, dont la destinée est de sauver la terre de Riviera et non de la détruire. Riviera ne se joue pas comme un jeu de rôle classique. Vous ne vous déplacez pas dans le décor, mais vous sélectionnez les endroits intéressants vers lesquels vous dirigez. Les quelques interactions prennent la forme de mini-jeux de réflexes dans lesquels il faut pianoter rapidement sur les touches. Rien n'est mémorable. Les combats au tour par tour sont bien plus stimulants. Vous ne pouvez choisir que 3 personnages et 4 objets, ce qui demande un bon sens tactique. D'autant que les rencontres sont inévitables. Il faut donc réfléchir. En vous battant efficacement, vous obtenez un meilleur score et des objets plus puissants. Et c'est en utilisant vos armes que vous les améliorez, débloquez leurs pouvoirs et gagnez finalement l'expérience pour augmenter vos propres capacités. Vu la lenteur des combats et la longueur de certaines cinématiques, il est recommandé de jouer lors des longs voyages ou chez soi. Sur de courts trajets ou à la va-vite, Riviera ne s'apprécie guère. Autant donc se mettre dans les bonnes conditions, car ce jeu de rôle mérite d'être pratiqué jusqu'au bout. Did we do it? Worms est sans doute l'un des meilleurs jeux multijoueurs au tour par tour de tous les temps. Après de multiples suites en 2D et 3D, la série débarque sur Wii. Cette fois, il va falloir oublier l'art délicat de la corde ninja, des raids aériens et autres napalm. Place à la simplicité et au minimalisme. Retour à la 2D et un environnement graphique agréable, en dépit du peu de variété des décors, 6 en tout et pour tout. C'est peu, et on pouvait aussi espérer davantage de détails et d'animation pour égayer des parties qui manquent véritablement de punch. De plus, les cartes s'avèrent vraiment petites et sans grande subtilité par rapport à d'anciennes versions. Mais tout le problème de cette version Wii, c'est la jouabilité. Oubliez le Nunchuk, tout se joue à la Wiimote, ce qui est loin d'être ergonomique. Il faut passer un certain temps en mode entraînement pour maîtriser le maniement de chacune des armes du jeu. Des armes dont l'utilisation est fastidieuse et peu précise. Heureusement, l'arsenal est réduit.
La réduction du nombre touche aussi les mini-jeux et le mode solo qui font plus office de bouche-trou ludique que de grands moments de fun. Finalement, comme d'hab, on s'amuse à ce Worms, oui, avec ses potes. Pas parce qu'on est bon, mais parce que personne n'arrive à bien jouer. Et ça, c'est drôle. C'est triste à dire, mais cette version de Worms sur Wii est une véritable déception pour tous les fans de l'esprit original du jeu. Il manque des armes mythiques, c'est difficilement jouable et le fun n'est guère présent. Pourtant, le jeu comblera peut-être ceux pour qui c'est la première expérience Worms ou pour tous ceux qui ne jurent que par la Wiimote. En clair, rendez-nous cette foutue corde ninja. Après un premier épisode sur GameCube, dont le multijoueur restera dans les annales des plus belles escroqueries, la série Crystal Chronicles semblait enterrée, sans qu'on s'en soucie plus que ça. C'est finalement sur DS qu'elle ressuscite sous le nom à rallonge de Final Fantasy Crystal Chronicles Ring of Fates. La série a tiré la leçon de ses erreurs passées, même si le graphisme enfantin et clairement nostalgique des premiers Final Fantasy est conservé. C'est coloré et les personnages principaux sont des enfants. On aime ou pas. Mais il est clair que visuellement, le jeu nous offre un rendu vraiment attrayant et très soigné. L'histoire est beaucoup plus solide et les personnages sont plus attachants. L'exploration du monde est par contre toujours aussi limitée, mais c'est cet aspect propre à la série qui donne un rythme plus soutenu que dans un Final Fantasy classique. Ring of Fates est clairement un jeu de rôle action. Les combats se déroulent en temps réel et vous ne dirigez qu'un seul personnage à la fois. Vos compagnons se contentent de suivre et vous assistent durant les affrontements. Bien que le système de niveau soit conservé, le jeu fait plus appel à vos réflexes qu'à votre patience pour augmenter en puissance. Malheureusement, le stylet vient jouer les troubles faits. Combattre avec la croix directionnelle et les boutons puis utiliser l'écran tactile pour l'emploi des magies n'est sûrement pas la meilleure idée du jeu. Autre point noir, la caméra fixe dont l'angle de vision est ultra limité. Reste qu'avec ce Ring of Fates, Crystal Chronicles offre une véritable alternative à la saga classique de Final Fantasy et pas un ersatz. On l'espérait et c'est maintenant réussi grâce à ce titre au rythme effréné et à l'univers coloré. Il y a encore quelques petits détails à revoir, mais la saga est sur la bonne voie. Ans après son apparition, la saga Soul Calibur débarque sur Wii dans un Legends repensé pour la console. On oublie les duels sur un ring pour se lancer dans une aventure solo entièrement scénarisée. L'occasion de faire la lumière sur les histoires des légendaires Soul Edge et Soul Calibur, les lames antagonistes. Les Soul Calibur ont toujours été des claques visuelles à leur sortie, mais cette version Wii semble en avoir fait abstraction. Les décors sont désespérément vides et ce n'est pas la présence de quelques éléments destructibles ou la faible diversité des ennemis qui relève le niveau. Côté bande-son, rien de très marquant non plus. On reconnaît l'empreinte musicale habituelle et le travail sur les voix reste satisfaisant. Le jeu à deux fait quant à lui office de laisser pour compte, avec une animation bien moins fluide. Pire encore, la caméra, capricieuse, rend l'action souvent confuse, que ce soit seul ou en duo. Soul Calibur Legends est en revanche totalement jubilatoire dans sa prise en main, qui fait table rase du passé. Grâce à la Wiimote et au Nunchuk, on a vraiment l'impression de contrôler son arme blanche. Les déplacements se font au stick analogique et les coups spéciaux se déclenchent à l'aide d'un bouton, tout comme la garde et les sauts. Le jeu n'est en soi pas très compliqué et on prend un vrai plaisir à parcourir l'aventure. Dommage que l'exposition scénaristique se fasse par le biais de dialogues assommants. Le charme final en pâtit sérieusement. Soul Calibur Legends est un titre intéressant mais qui aurait mérité un plus grand soin dans son traitement. Les fans de la saga apprécieront, mais le résultat tient plus de l'exercice de style que de la renaissance.
L'avenir est au téléchargement payant, à la dématérialisation des contenus et aux échanges communautaires sur Internet. Suivant cette triple tendance, SingStar propose 2 services en ligne qui y répondent. Le SingStore est une boutique virtuelle qui permet d'acheter des morceaux supplémentaires. MySingStar, de son côté, ouvre les portes de la communauté des joueurs-chanteurs et met à disposition leurs enregistrements audio et vidéo. Comment tout cela fonctionne-t-il? Voilà ce que ce sujet vous invite à découvrir. L'interface des services en ligne est directement accessible depuis le jeu. Une interface moderne, belle et bien pensée qui préfigure l'esthétique à venir du PlayStation Store. À cette forme s'ajoute un fond a priori alléchant. 200 titres disponibles, un contenu supérieur aux autres pays. Mais comme souvent, la quantité masque un certain manque de qualité. La majorité des morceaux est récupérée des précédents jeux SingStar. Si l'idée est appréciable et permet de rejouer ses chansons préférées, l'offre qu'elle constitue n'est pas marquante pour un lancement. Les quelques inédits sont une maigre consolation. La pire déception étant la tracklist proposée spécifiquement pour la France. Arcol, Lincha, Shaim, Emmanuel Moir, Benabar, Lam, Jen Faustin, Pearl, Willy Denze et Clara Morgan en a vu mieux et plus varié. Reste que tout fonctionne. Vous créditez votre compte, vous payez votre chanson moins d'1,50 €, elle est sauvegardée sur votre disque dur et accessible directement dans le jeu. Les compressions audio et vidéo sont assez bonnes, à quelques exceptions près, mais pas en HD pour le moment. Dommage. Cependant, ne boudons pas notre plaisir, la réussite du SingStore tient déjà à son existence. Ce succès annoncé se double d'une très bonne surprise, MySingStar, le site communautaire des joueurs. Après avoir créé votre profil, vous pouvez passer des heures sur ce lieu d'échange où vous, les internautes, le monde entier, postez vos vidéos, notez les performances des chanteurs. Un véritable bonheur de spectateurs-acteurs, en phase avec la génération YouTube et Dailymotion. Avec le SingStore et MySingStar, SingStar impose bien l'image du karaoké futur. Il y a un vieux dicton qui dit avec beaucoup de sagesse « Mieux vaut tard que jamais ». Eh bien, il semblerait que la personne qui l'a dit pour la première fois parlait de Super Smash Bros. Brawl. Enfin, en tout cas, voilà, le jeu de baston à la sauce Nintendo a enfin une date de sortie pour chez nous et c'est le 27 juin. Au programme, pas moins de 35 personnages jouables, dont le fameux Solid Snake, des nouveaux environnements avec des interactions encore plus fortes qu'avant. Comment on sait tout ça? Bah, il est déjà sorti partout dans le monde, alors vous savez... Si on vous cite des noms comme Bogart, Kanye, Davis ou Eastwood, vous pensez à quoi? Non, ce n'est pas le casting d'un futur film. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment possible vu que beaucoup de ces acteurs sont morts et que ça a mis un frein à leur carrière. En fait, il s'agit des noms des futures mises à jour dans Burnout Paradise. Et au programme, si on trouve de nouveaux véhicules, on va pouvoir également découvrir les motos, mais la ville de Paradise sera aussi agrandie. Le premier patch est déjà arrivé, et le prochain, ben, pas avant un mois. Alors patience. Bon, on parle de news, tout ça, mais au final, on ne va pas à l'essentiel. Comment ils vont tous ces braves gens? Tiens, aujourd'hui par exemple, comment il va Nintendo? Eh bien écoutez, il a vendu près de 24 millions de consoles Wii, à peu près 71 millions de DS et dans les 119 millions de jeux sur ces deux consoles. Ce qui fait pour Nintendo un tout petit bénéfice de 2,5 milliards de dollars. Et dans le futur? Oh bah, eh bien, une hausse de tout ça, environ 9% selon les calculs. Donc c'est gentil de s'en soucier, mais au final, Nintendo, ça va, merci. La récente refonte du PlayStation Store s'est accompagnée de quelques offres de téléchargement. Hormis un pack pour l'air, qui intègre une option pour diriger les dragons avec le stick analogique, on note la présence d'une extension pour Warhawk. Pour moins de 8 €, Operation Broken Mirror propose 2 nouveaux véhicules de transport et une carte hivernale inédite intitulée Vaporfield Glacier. De quoi continuer à profiter du jeu multijoueur online le plus attractif de la PS3. Depuis sa sortie fin 2007, Halo 3 a réuni des millions de joueurs online. Ce succès attendu entraîne évidemment l'arrivée d'extensions. Après le Heroic Map Pack en décembre 2007, voici venir le Legendary Map Pack. Tandis que le premier est désormais téléchargeable gratuitement, le second est disponible pour 800 points sur le Xbox Live. Aux cartes Standoff, Rat's Nest, Foundry de l'Heroic Map Pack, vous allez pouvoir ajouter Avalanche, Blackout et Ghost Town. 4 cartes gratuites et 4 payantes, 8 en tout, pour vous éclater.
La console virtuelle accueille depuis peu un héros peu commun, Wonder Boy. Mais qui est donc